Leah, do you want to go next? Sure. So I apologize, I don't have an interesting blockchain project to present today. So I'm going to be talking about the regulatory environment about blockchain. And I'm also going to be doing my presentation in French, but feel free to ask any question in English. Je pense que la raison pour laquelle la réglementation, c'est un sujet important, c'est parce que la majorité des projets blockchain viennent empiéter sur les plates-bandes, je pense des banques, des bourses, des assureurs, souvent des services de transfert d'argent comme Western Union. Donc, c'est un domaine qui est déjà hautement réglementé. On veut délocaliser les joueurs qui sont là, mais c'est certain que pour les régulateurs, ils regardent les nouvelles entreprises dans ce domaine-là, puis ils se disent, ça, c'est de notre domaine, puis c'est quelque chose sur quoi on veut garder une mainmise. Les régulateurs, je pense, d'un certain côté, perçoivent l'innovation comme leur allié. Le blockchain est vu par beaucoup de gens probablement comme le seul espoir de réduire les frais des services financiers, d'améliorer l'efficacité, la sécurité des transactions. Donc, les régulateurs veulent encourager l'innovation, puis il y a vraiment un effort de policy qui est fait dans ce sens-là, partout dans le monde en ce moment. Mais c'est certain que, un peu comme Uber est apparu, puis immédiatement le bureau du taxi a vu ça comme c'est rentré dans leur viseur un peu de la même façon. Une entreprise blockchain qui commence aujourd'hui va comme immédiatement rentrer dans le viseur des autorités en réglementation des valeurs mobilières, puis d'autres autorités réglementaires aussi qui pourraient voir un intérêt. Une des premières startups, je pense, Bitcoin en tout cas, c'était Bitcoin Savings and Trust, qui avait été fondé au Texas, puis c'était un fonds où les gens pouvaient investir des bitcoins, puis ils promettaient des retours de 7% par semaine. Donc, je vous laisse faire le calcul. Je pense que vous pouvez imaginer comment l'histoire s'est terminée. Évidemment, c'était une pyramide de Ponzi, puis quand Mt. Gox s'est effondré, le système, toute la pyramide s'est effondrée. Le fondateur s'est retrouvé devant les tribunaux, poursuivi par les autorités réglementaires de valeurs mobilières, entre autres. Puis son argument, qui est un peu naïf, mais peut-être sincère, était Bitcoin, c'est pas de l'argent, c'est pas une valeur mobilière, en fait, c'est rien, c'est virtuel. Et donc, vous ne pouvez pas vraiment me poursuivre sur cette base-là. Puis la Cour n'a pas accepté l'argument. Puis c'est un peu le message que j'essaie de passer aujourd'hui, c'est pour les autorités de réglementation, un token sur un blockchain, c'est pas juste un actif virtuel, ça ressemble beaucoup à une valeur mobilière. Puis il y a comme des zones auxquelles il faut faire attention. Je pense aussi la philosophie dans le domaine, c'est de créer quelque chose de décentralisé, quelque chose qui peut échapper aux régulateurs parce que ça n'a pas de présence physique. Bitcoin a réussi à le faire, puis c'est assez impressionnant. Par contre, je pense que les entreprises de l'écosystème Bitcoin, comme Silk Road, par exemple, n'ont pas réussi à le faire. Donc, à partir du moment où vous existez, vous avez une présence physique, vous êtes incorporé ici, c'est sûr que les régulateurs peuvent vous atteindre, puis même votre responsabilité personnelle. Donc, juste en termes de réglementation, je vais juste parler très rapidement là, des grandes catégories auxquelles il faut penser quand on crée un blockchain, peu importe l'application. Blanchiment d'argent, donc si d'une façon ou d'une autre, votre service peut être utilisé pour blanchir de l'argent, que vous soyez au courant ou non, c'est un peu comme un casino ou comme un service d'échange de devises. Il faut connaître vos clients, puis il faut être sûr que votre service ne peut pas être utilisé pour blanchir de l'argent, sinon il y a des conséquences qui peuvent être même pénales. Protection des données personnelles, ça c'est un gros sujet aussi. Des données personnelles, c'est très large, donc dès que vous commencez à recueillir de l'information sur des utilisateurs, des transactions financières, si cette information-là est conservée dans d'autres juridictions, par exemple parce qu'elle est conservée de façon décentralisée, c'est une chose à laquelle il faut penser. Si la sécurité qui entoure cette information-là est lousse ou s'il y a un hack, est-ce que votre responsabilité à vous peut être engagée? Toujours important de se poser ces questions-là. Les autorités fiscales sont très, je dirais, en avance. Dès qu'il y a de l'innovation dans le domaine financier, les autorités fiscales commencent à regarder puis à se demander qu'est-ce que c'est ce produit-là? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est un actif? Est-ce que c'est un investissement? Comment est-ce qu'on va taxer ce produit-là? Puis je pense que quand on crée un nouveau produit, c'est une question qu'on veut se poser avant que le produit ait de la valeur plutôt que de se poser la question après ou de se poser la question quand on reçoit un appel de Revenu Québec ou que nos utilisateurs commencent à poser la question.
quatrième grand point, les juridictions. Donc, qui est votre régulateur? Si vous êtes incorporé ici, c'est sûr que les autorités québécoises vont s'intéresser à vous. Mais si vous avez des utilisateurs, si vos données sont conservées à l'étranger, c'est possible que les autorités américaines, les autorités européennes viennent poser des questions. Elles n'ont pas forcément juridiction sur vous, mais n'empêche qu'elles pourraient poser des questions. Puis c'est possible qu'elles aient juridiction aussi. Donc, c'est une chose à laquelle il faut penser. Puis je pense qu'en fait, vraiment, là, puis je pense que vous l'avez compris, c'est surtout les autorités de réglementation des valeurs mobilières, donc celles qui réglementent les bourses, les courtiers, et tout ça, c'est vraiment elles qui s'intéressent le plus au blockchain. Donc au Québec, en Ontario, on a des autorités différentes. Les autorités des États-Unis, de l'Angleterre aussi s'intéressent beaucoup au projet actuel. Je pense que dans plusieurs pays, les autorités de réglementation ont été un peu blâmées. On disait que c'était un frein à l'innovation, que c'était elles qui empêchaient des nouveaux projets super intéressants de naître. Puis pour cette raison-là, il y a plusieurs pays qui ont mis en place des regulatory sandbox. Donc un sandbox, c'est une zone où des entreprises fintech peuvent créer leurs produits, puis où les effets de la réglementation sont soit atténués ou tout simplement la réglementation ne s'applique pas là, tant que vous restez dans le cadre du sandbox. Puis là, très récemment, je pense que le mois dernier, l'autorité québécoise a annoncé qu'ils allaient commencer à avoir un sandbox pour les entreprises fintech. Puis ça, c'est quelque chose de super intéressant. Si vous regardez en Angleterre, là, les dernières cohortes de leur sandbox fintech, il y avait plusieurs entreprises de blockchain qui ont profité de ça. Donc, ça vous permet d'avoir une relation peut-être plus proche avec le régulateur, puis surtout d'éviter certaines des régulations qui pourraient poser problème. Puis je pense, ça c'était vraiment mon message pour aujourd'hui. Je pense que ça, c'est les grandes catégories auxquelles il faut penser, mais c'est certain qu'il y a plein d'autres aspects. Puis il y a beaucoup d'avocats à Montréal, je pense, qui sont là pour vous accompagner là-dedans. Thank you so much, Leah. So I actually work with a lot of fintech startups that we invested in, and definitely the regulatory framework is very, very important, and I'm sure it's the same for blockchain, so that was super interesting.